Mot de passe. Speakeasy. Le bourbon old fashion est un grand classique pour tout amateur de bourbon. On commence par imbiber un carré de sucre, avec de l'angostura. Il sera ainsi plus facile à diluer. On va le pilonner un petit peu. Ajouter une mesure de bourbon. Quelques glaçons. Mettre quelques tours de cuillère pour ajouter un petit peu d'eau et de dilution à ce cocktail qui sonne tout un peu fort. Vous pouvez mettre une cerise à l'eau de vie, et une rondelle d'orange. Et là, votre cocktail est prêt. Qu'est-ce qu'il a préparé? Pas mal, fruité, bien sec, mais il a oublié quelque chose. Le zeste de citron. Parfait. Alors, de quoi il devait vous parler? La prohibition, hein. Et je vais vous en parler, moi, de la prohibition. Et pour comprendre comment les États-Unis en sont arrivés à bannir l'alcool, il faut reprendre l'histoire au tout début. Les cales du Mayflower, le navire qui était censé débarquer les premiers pilgrims sur les côtes nord-américaines, étaient remplis de bière. Et on va très vite distiller du whisky, du rhum et brasser de la bière et du cidre. L'alcool à l'époque est plus sécure à boire que l'eau qu'on trouve stagnante, boueuse ou alors qu'on trouve pas du tout parce que c'est quand même pas mal constitué de désert les États-Unis. Alors voilà, l'Américain boit tôt dans la journée, il commence vers 9h et il boit tôt dans sa vie, il commence vers 9 ans. Mais la production intensive de maïs, de blé et d'avoine va changer ses habitudes. D'une bière à 4 degrés, on passe à un whisky à 40 degrés. Et c'est là que ça dérape. Les hommes dépensent tout leur argent au saloon, deviennent violents avec leur foyer, et le taux de mortalité va considérablement augmenter. Et c'est les femmes qui vont s'élever contre l'alcoolisme. Elles vont d'abord créer un mouvement, le mouvement de la tempérance. Elles vont se mettre à contrôler les boissons fortes et à limiter les boissons fermentées. Mais l'alcool va devenir le bouc émissaire de la société, qui va très vite vouloir contraindre la population à suivre un régime sec, et notamment en interdisant la vente d'alcool dans les commerces, les tavernes et les restaurants. C'est la guerre de sécession qui va finalement empêcher la création de cette loi. Mais ça ne va pas durer. Suite à une forte immigration européenne, une légion de brasseurs germano-américains vient envahir le marché et l'alcoolisme reprend de plus belle. S'ensuit un mouvement de tempérance mené encore une fois par les femmes, qui vont cette fois-ci s'attaquer directement aux bars. Elles vont faire fermer plus de 1300 débits de boissons. Mais c'est seulement quand elles vont rallier leur parti à celui du vote universel que leurs voix vont prendre une importance majeure. Leur mouvement commence alors à s'amplifier et se fait appeler la Ligue anti-saloon. Ce nouveau parti politique fait fermer les bars dans les villes régies par les maires soutenant le mouvement. Il apparaît également évident pour cette fédération qu'il faut créer une loi nationale visant à mettre un terme définitif à la consommation de boissons alcoolisées. Et c'est la Première Guerre mondiale qui va les aider. En effet, l'ennemi est allemand. La propagande pro-prohibition va associer ce dernier à la bière à l'alcool et donc l'alcoolisme à un piège allemand. Du pain béni pour la Ligue opposée à l'ivresse. La loi est alors votée le 18 décembre 1917 et elle sera réellement appliquée dans tous les États un an après. Le Volstead Act
est alors rédigé. Il interdit de produire, vendre, importer ou consommer de l'alcool. À n'importe qui. Enfin, n'importe qui. Dans les églises et les synagogues, le vin de messe est encore autorisé. De plus, les bouteilles achetées avant la date du 29 janvier 1919 sont accessibles à la vente. Le Yale Club à Manhattan stockera assez de bouteilles pour résister jusqu'à la fin de la prohibition. Et les autres commerces, comme les distilleries, se reconvertissent dans les médicaments ou la parfumerie. En façade bien sûr, parce que le whisky coulait à flot. Il y avait qu'à demander à un flic même, tellement ils étaient corrompus. Et en parlant de police, quel meilleur exemple que Roy Olmsted? Ce gars c'est tout simplement un génie du crime. Très tôt dans la prohibition, il est pris au volant d'une Cadillac remplie de bouteilles de whisky. En fait le mec il était flic. Donc il a été jugé et quand il est sorti de son jugement, il a monté mais carrément une entreprise. Il recrute des distilleurs, des marins, des livreurs, des chauffeurs, des avocats. Le mec avait même un sténographe. Je sais même pas ce que c'est. Bref, le mec contrôle tout le business de la frontière canadienne jusqu'au Washington. Et ça paye bien, hein. Pour lui d'abord, hein, il gagne en une semaine plus que ce qu'il aurait gagné dans toute sa vie de fonctionnaire. Mais ça paye aussi bien pour ses employés et forcément ça redistribue un petit peu à la police quoi. C'est comme ça que ça marche. Hein. Il avait 5 magasins, hein, rien que sur Broadway. Tout le monde savait que c'était là, personne n'agissait, personne ne faisait rien. En fait, ils en profitaient tous, hein, tu vois. Le mec, il allait même jusqu'à livrer la Maison Blanche. Pour te dire à quel point l'hypocrisie, elle est là, quoi. Enfin bref. Un truc marrant, c'est que pour l'époque, tous les gars de son gang ne possédaient aucune arme. Pour lui, personne ne méritait de mourir pour de l'alcool. Je trouve qu'il avait bien raison, hein. À l'époque, c'était pas tout à fait le cas. Par exemple, Al Capone, qui aurait commandité une centaine de meurtres. On cite que lui, hein. Pour te donner un exemple, dans Tintin en Amérique, il passe tout son épisode à vouloir tuer Tintin. Mais les buveurs dans tout ça. Ouais, parce que les politiques font les hypocrites, les gangsters se remplissent les poches, mais les consommateurs, eux, ils font quoi? Bah en vrai, ils vont traîner dans les speakeasy, des endroits calmes, où on vient boire un petit verre de whisky, de gin, un petit bourbon old fashion. Parce qu'on peut pas dire que les barman soient très créatifs à cette époque. La plupart travaillent à la frontière du Canada ou du Mexique, ou alors ils vont carrément s'exporter hein, à Cuba, en Europe, à Hawaï, dans les endroits où la mafia règne pas. Hein. Ouais, en vrai, la prohibition, c'est un peu survendu, quoi. Surtout au cinéma. On connaît pas de cocktail ayant été inventé pendant la prohibition aux États-Unis. L'avancée du crime organisé et la police de plus en plus gourmande et sans limite aura eu raison des honnêtes barman et consommateurs. À la fin de la décennie, surgira la plus grande crise économique du XXe siècle, la Grande Dépression. Elle verra naître des gangsters horribles comme Bonnie and Clyde, célèbre braqueur de banque, ou encore Machine Gun Kelly qui pratiquait l'enlèvement, il a fini à Alcatraz lui. C'est la violence des gangs qui mettra fin à la prohibition. Non, je déconne, c'est le manque à gagner des banques. Monde de merde. Dites-moi, pendant que je vous tiens là, ça veut dire quoi, monde de merde? Sans être indiscret. Je travaille il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. C'est pas que t'es indiscret, c'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débecte. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Regarde plutôt la route. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.